à cette sortie, plus d'une heure et demie passée avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je parle là? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien avec le président de la République? Mais on s'est expliqué franchement sur les sujets qui pour le moment nous séparent. J'ai voulu attirer son attention, comme c'est mon devoir, sur le niveau de violence de la répression. Je pars de l'idée que des fois, quand on est au sommet de l'État, on ne mesure peut-être pas sur le plan humain le désastre que c'est. L'aspect, la violence de la répression physique, les éborgnés, mais aussi l'aspect de la répression judiciaire, parce que tout de même, des milliers de gardes à vue, et puis 1 millier de personnes déjà condamnées, souvent de la prison ferme, en l'espace de 2 mois. Donc, il me semble que tout ça est totalement excessif, et de toute façon, ne change rien à la situation. Bon. Maintenant, je ne sais pas vous dire quel effet ce genre de plaidoyer fait sur le président. Comme c'est un homme assez affable, il donne le sentiment de s'intéresser à ce qu'on lui dit. Mais bon, je milite politiquement depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Voilà. Quant à la question du référendum, il m'a pas paru totalement déterminé à en organiser. Alors, ce qui est très surprenant, parce que j'avais lu dans la presse que ça avait l'air de le passionner, mais c'est pas le cas. Et deuxièmement, j'ai attiré son attention sur le fait que on ne met pas au référendum des questions à choix multiples. Ça n'existe pas dans le droit constitutionnel français. Donc, de toute façon, s'il a des réformes concernant l'organisation des pouvoirs publics, il faudra qu'il les passe sous forme de loi, fût-ce des lois successives. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi on utilise un procédé pareil. Mieux vaudrait faire un référendum pour convoquer une assemblée constituante. Bon, je ne pense pas l'avoir convaincu. Ça lui a... je crois qu'il ne se rend pas compte il me semble que les bricolages constitutionnels, on en est au 25e ou au 26e, ont perdu en crédibilité dans le pays. C'est-à-dire que quand vous les faites par petits morceaux, personne ne se sent représenté. Enfin, c'était mon devoir de lui expliquer que, voilà, au bout de 25 réformes de la Constitution sans consultation populaire, on pourrait imaginer que le peuple s'y mette lui-même. Bon, voilà, après, on a parlé un peu, et même beaucoup d'Europe. Je vous dirai pas tout, parce que c'est très long, Finalement, on est resté un bon moment à parler, Mais j'ai attiré son attention sur le fait que le traité qu'on appelait TSCG, le traité qu'on appelait Mercosur en plaisantant, qui avait été négocié par Mme Merkel et M. Sarkozy, que ce traité était caduc. Et je suis surpris de voir que c'est la 3e fois que je le dis et que personne n'en tient compte, mais lui, si. Il a pris des notes, il a dit « je vais vérifier ça tout de suite ». Apparemment, on n'avait pas mentionné ce fait devant lui. La date limite était janvier 2018 pour transcrire dans le droit commun européen le contenu du traité. Ça n'a pas été fait. La proposition de la Commission a été rejetée par la Commission du Parlement européen. Donc aujourd'hui, le président de la République française n'a pas besoin de demander la sortie du traité de TSCG pour la raison qu'il est sorti tout seul. J'ai l'impression que ça l'a intéressé. Voilà. En tout cas, ma plus grande surprise aura été de voir que l'idée de la sortie des traités ne paraît pas si extravagante que ça. Donc j'avais bien raison. Voilà, le reste, bon, c'est des discussions comme on peut en avoir sur la place de la France dans le monde, sur plusieurs dossiers. J'ai abordé celui du Venezuela et celui de quelques autres, de la Syrie, Voilà. Est-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale, ça pourrait être une solution pour résoudre de la représentation? Écoutez, moi j'ai pensé au début que c'était une solution parce que dans toutes les démocraties, c'est comme ça qu'on fait. Si on en est à organiser un grand débat, c'est bien la preuve que les institutions ne fonctionnent pas ou que la représentation politique n'est pas représentative d'une certaine manière. Ce sont des choses qui arrivent. Le reconnaître, ça n'est pas nier la démocratie, c'est le contraire, c'est la faire vivre. Par conséquent, on peut penser qu'en effet, la dissolution est une forme normale
de fonctionnement de la démocratie. On dissout, mais pas pour le plaisir de dissoudre, pour précisément qu'il y ait un grand débat et que ça ne soit pas qu'un débat. Les gens n'ont pas tant que ça l'envie de débattre, on n'en est pas privé dans ce pays, ils ont envie de décider. Alors peut-être que la dernière fois, on n'a pas pu décider dans des bonnes conditions. La preuve, c'est qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Et la gravité de la situation n'est pas du tout en recul. Les misères et les souffrances que les gens expriment n'ont pas reculé. Quelle que soit la qualité des intentions de ceux qui viennent débattre, ça ne change rien au contenu du frigo à la fin de la semaine. Donc la question de savoir comment on fait tourner ce pays, comment on relance son activité, comment on finance tout ça, c'est des grands débats qui doivent être tranchés par des votes. Alors, regardez bien, le gouvernement a mis 5 sujets sur la table, ou 4, je ne sais plus, ou 3. Qu'est-ce qu'on a? La fiscalité, l'écologie et la citoyenneté. Tu dis, alors bon, c'est quand même des gros sujets. C'est pas une discussion dans un colloque qui règle un problème comme ça. Ça s'appelle la démocratie, c'est le vote des citoyens. Je crois que, voilà, si on voulait une sortie normale, si la France pouvait à un moment donné fonctionner comme un pays qui a un vieux pays démocratique, il fait comme ça. Quand ça fonctionne plus, le pouvoir pense qu'il est légitime, les gens qui protestent pensent qu'ils sont également légitimes, on tranche, on vote. La dissolution paraît plutôt comme une solution d'apaisement et de règlement des problèmes. Voilà. Mais enfin, c'est pas là-dessus que j'ai été consulté. Je donne mon avis parce que vous me posez une question. J'ai répondu sur l'Europe, parce que je voulais qu'on en parle. Et puis sur les sujets que je viens d'aborder avec vous. Comment vous pourriez qualifier cet entretien? Constructif? Intéressant. Bon, vous voyez bien, le président a son caractère, moi le mien. Donc c'est pas une discussion où on se fait des concessions. C'est une discussion où on essaye de tenir son point de vue tout en restant courtois. Mais clairement, nous sommes assez profondément séparés en ce moment. Vous avez évoqué votre désaccord sur la situation au Venezuela notamment? Oui, mais pas que. On a abordé plusieurs dossiers internationaux. Sur le Venezuela, moi je lui dis la seule chose qui vaille. Si on recommence au Venezuela ce qu'on a déjà raté, qu'on a fait de manière inconsidérée en Libye, en Irak et partout où on a essayé de renverser un pouvoir de force, on connaît la suite. Ça sera des guerres civiles, des tensions épouvantables. Bon. Le président dit qu'il a tracé une ligne rouge, on ne déstabilise pas. Fort bien, si on ne déstabilise pas, c'est qu'on vote. M. Maduro dit qu'il est d'accord pour qu'il y ait des élections législatives. Alors donc il devrait y avoir un moyen d'atterrir. Il y a une rencontre à Montevideo qui a lieu le 7. Les Français y seront. Donc je pense que si nous, les Français, on tient une position raisonnable, pas une position d'aligner sur les Nord-Américains, il doit y avoir moyen de trouver une sortie honorable pour tout le monde, et surtout une sortie sans violence. Parce que déclencher des guerres, c'est rien. Déclencher des violences, c'est très facile à faire. C'est après, pour rembobiner le film, c'est plus possible. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye. Donc allons pas faire ça en Amérique latine. C'est tout le continent qui finirait par exploser. Je ne sais pas si je l'ai convaincu, mais il a des collaborateurs qui connaissent bien la situation au Venezuela. Pour certains, mieux que moi. Parce qu'ils ont participé à une campagne électorale et pas moi. Donc je pense qu'il a les moyens d'être éclairé complètement sur la situation. C'est pas une bonne chose de reconnaître un aventurier qui se proclame président de la République, comme l'a fait ce monsieur là. Où on va si on fait ça? Demain, M. Drouet sera président de la République, non? Si on utilise des méthodes pareilles, une manif, et derrière on change le pouvoir. Voilà, on a abordé ce sujet-là, on a abordé d'autres. De toute façon, c'est une discussion intéressante parce que ça permet de suivre les affaires de l'État, de donner son point de vue, d'échanger, même quand on est, comme c'est le cas, c'est assez âprement séparés, mais c'est pas la guerre civile dans ce pays, on parle. Il faut qu'on parle. Voilà. Merci, monsieur Mélenchon.